deux sous-colonnes, une colonne état, une colonne X. On peut parfaitement mettre toutes ces colonnes à gauche, vous le savez bien. Deux choses m'intéressent, l'état initial, et comme on fait une combustion totale, complète, cela donne lieu à deux informations. La première, c'est qu'évidemment, on va prendre l'hypothèse finale si totale. Et la deuxième, c'est que eau de gaz est en excès. Je viens de répondre à l'une des parties de la question, puisqu'en faisant une hypothèse réaliste sur les réactifs, ben la voilà l'hypothèse réaliste sur les réactifs. XI est égal à 0 mol ici, et XF est égal à Xmax, puisqu'on a fait l'hypothèse si totale. X est en mol. L'avancement molaire. Ensuite, je vais faire une séparation franche entre les réactifs et les produits. Il y en a encore qui se trompent là-dessus. Et je vais pouvoir travailler sur les réactifs versus les produits. Du dioxygène gaz, on en a donc une quantité de matière initiale en excès, une quantité de matière initiale en éthanol. Nous avons une quantité de matière initiale en CO2 qui n'est pas nulle puisqu'il y a du dioxyde de carbone dans la pièce. Et il y a sans doute de l'humidité dans l'air, donc il y a une quantité initiale d'eau gaz dans la pièce. Nous avons ensuite une quantité de matière finale de dioxygène qui sera égale à la quantité de matière initiale de dioxygène moins 3 Xmax. J'ai 3 dioxygènes, donc 3 Xmax. Une quantité de matière finale de C2H6O qui est égale à celle que l'on a initialement, moins un seul Xmax, puisqu'il n'y a pas de nombre stoichiométrique devant cette espèce chimique. Une quantité de matière finale de O2 qui sera égale à celle qu'il y avait au début dans la pièce, plus 2 fois... Pardon, c'est pas O2, c'est CO2. Quantité de matière finale de CO2 qui est égale à la quantité de matière initiale de CO2, plus 2 fois Xmax. Une quantité de matière finale de H2O qui est égale à la quantité de matière initiale de H2O, plus 3 Xmax. Nous avons donc maintenant notre tableau d'avancement molaire, ce qui va nous permettre de traiter la suite des questions. La suite de cette question tout le moins, puisque on va pouvoir maintenant évaluer Xmax. À l'aide d'un tableau d'avancement et en faisant une hypothèse réaliste sur les réactifs, évaluer l'énergie libérée par la combustion des 10 ml d'éthanol. J'avais une donnée au départ dans le sujet. Cette donnée m'indique que l'énergie molaire de combustion de l'éthane 1-ol est delta E combustion de moins 1366 kJ par mol. Cela signifie que c'est l'énergie que libère une mol de combustible, l'éthane 1-ol. À l'évidence, j'ai pris 10 ml d'éthane 1-ol. Il faut donc que je trouve combien de quantité de matière on a prise au départ, quelle est la quantité de matière que l'on a prise au départ pour pouvoir réaliser cette combustion complète de l'éthane 1-ol. Pour pouvoir trouver cette quantité de matière d'éthane 1-ol, eh bien, je vais pouvoir indiquer ici qu'il s'agit donc de la quantité de matière initiale de C2H6O, qui est reliée à Xmax, d'où l'intérêt d'avoir fait ce tableau d'avancement et ensuite de pouvoir éventuellement faire des études sur la suite de cette combustion complète. Cette quantité de matière initiale de C2H6O est tout simplement donnée par la masse initiale de C2H6O divisée par la masse molaire de C2H6O. Toujours pareil. Cette formule m'est utile, mais comme j'ai manipulé un liquide, c'est-à-dire un volume, je dois transformer la masse par la masse volumique de C2H6O multiplié par le volume initial de C2H6O divisé par la masse molaire de C2H6O. Nous avions tout à l'heure travaillé déjà sur cette correspondance entre la masse d'une espèce chimique, sa masse volumique et le volume. Donc voilà la correspondance.
Et puis, je peux tout de suite poser l'application numérique. La masse volumique était donc la bonne valeur, mais pas la bonne unité, 0,789 grammes par millilitre. Multiplié par les 10 millilitres, je n'ai pas plus de chiffre significatif, donc c'est un volume approximatif. Divisé par la masse molaire qui nous est donnée ici, et qui sera donc une masse molaire de 46,1 grammes par mol. On obtient donc 0,789 fois 10, ça faisait 7,89, divisé par 46,1, ce qui nous donne une quantité de matière égale à 0,17, pas plus de chiffre significatif, mol. Un résultat qui est donc utile, puisque cela va nous permettre d'évaluer, évidemment, l'énergie libérée, mais cette fois-ci, libérée signifie du point de vue de l'éthane 1-hol, le système physique. C'est donc l'éthane 1-hol, une énergie donc perdue, dans un référentiel terrestre, lié au laboratoire. On peut donc calculer cette énergie. Donc, on nous demandait, et on l'appelait l'énergie libérée. Je vais donc l'appeler énergie libérée, qui est égale par conséquent à l'énergie de combustion de l'éthane 1-hol, multipliée par la quantité de matière initiale de C2H6O, que l'on va intégralement consommer dans cette transformation chimique de combustion complète. Cela donne dans le cas présent une quantité d'énergie qui est égale à moins 1366 multiplié par 0,17, ce qui est égal à moins 1366 fois 0,17 égale moins 232 joules, c'est-à-dire moins 2,3. Alors attention, pas joule, mais kilojoules, moins 2,3 fois 10 puissance 2 kilojoules. C'est 2,3 fois 10 puissance 2 kilojoules. C'est 2,3 fois 10 puissance 2 kilojoules. Correspondent à l'énergie que libère, par conséquent, l'éthane 1-hol. Question 9. L'énergie ne peut pas disparaître entre ce qui est libéré au niveau de l'éthane 1-hol et le reste de l'univers, ce qui signifie que l'énergie libérée, donc négative, parce que du point de vue de l'éthane 1-hol, se retrouve dans le reste de l'univers. Et dans notre exercice de façon idéale, elle devrait se retrouver gagnée par l'eau. Cette énergie gagnée par l'eau, c'est QTHO, qui elle est positive, parce qu'il s'agit cette fois-ci du système physique eau. La relation mathématique qu'on peut donc attendre, c'est que l'énergie libérée en valeur absolue, pour pouvoir résoudre ce problème de signe entre les deux, est égale à QTHO. Cette formule devrait donc être parfaitement vérifiée. Toujours aux incertitudes de mesure et de calcul près. Les incertitudes de mesure ici sont nombreuses, ne serait-ce que déjà dans la mesure des volumes, puisqu'on n'a fait que des mesures de volume approximatives. Mais ce n'est pas la cause principale d'erreur dans ce raisonnement, puisque évidemment, la principale erreur de raisonnement se trouve lorsque l'on fait cette hypothèse, puisque dans la pièce, il y a un grand nombre d'autres objets présents qui vont eux aussi pouvoir bénéficier de l'énergie libérée par le éthane 1-hol. Ainsi, s'il y en a une partie qui va bien à l'eau, il y en a une partie qui va
à l'Erlen. Une partie qui va au thermomètre.